Bonjour à toute la communauté gabonaise. C'est l'émission à mon humble avis sur Akon TV. Akon TV, c'est aussi Akon TV pour ceux qui comprennent la langue fon. C'est Dr Jocelyn Ovono, je suis enseignant-chercheur au département de psychologie à l'université Omar Bongo. Je donne mes petits avis en tant que citoyen, en tant que une des composantes de la sphère intellectuelle. Je prétends appartenir à la communauté intellectuelle du Gabon. Alors, moi, je n'ai pas de certitude. J'émets des hypothèses en tant que chercheur. Je n'avance pas sur l'espace public pour asséner des vérités qui doivent être acceptées. Non, j'émets des postulats, des hypothèses. Et j'avais émis, il y a de cela quelques mois, l'hypothèse des principales pesanteurs qui guettent le pouvoir actuel, le pouvoir de la transition. C'est laquelle j'avais émis la première hypothèse, celle des pesanteurs structurels. Et j'ai émis une seconde hypothèse, celle des pesanteurs conjoncturels. Autrement dit, un ensemble de facteurs qui peuvent peser sur la bonne marche, sur le bon déroulement de la transition et même de la gouvernance à venir. Qu'est-ce que j'avais appelé à l'époque, en résumé, hein, avant je fais l'introduction pour que les gens comprennent bien de quoi je veux parler, pour situer, on va dire, mes propos du jour. Donc, j'avais à l'époque émis ces hypothèses et c'est la réalité, c'est le factuel qui vient conforter ou infirmer les hypothèses que nous mettons. Donc c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est, on va dire, ce que les gens observent, ressentent, expriment, qui vient, in fine, conforter les hypothèses que nous émettons en tant que chercheurs. Alors j'avais émis l'hypothèse donc des pesanteurs structurelles. La pesanteur structurelle, c'est le résultat de ce que nous appelons en psychologie le conditionnement. Autrement dit, un ensemble de facteurs entre des stimulations ambiantes et des acteurs qui, au bout d'un moment, des personnes vont reproduire des schémas comportementaux, des schèmes de comportement en raison d'avoir été dans un circuit interactionnel. Je prends un exemple, tout le monde, tous les psychologues le savent. Lorsqu'on vous montre un bonbon, vous ouvrez, vous montrez la langue sur la bouche. Dès qu'on le fait 3 fois, la 4e fois que la personne sort, lève sa main, vous sortez la langue automatiquement parce que vous vous attendez qu'il reproduise le même geste. Voilà le circuit, voilà le schéma de comportement qu'on leur a créé. Alors cette conduite-là, elle va s'installer non seulement chez la personne qui est directement exposé à ces stimuli-là de l'environnement, mais aussi même à ceux qui, ou bien à celles qui observent à distance, parce qu'elles vivent, elles partagent presque la même expérience indirectement. Voilà pourquoi j'avais dit que le conditionnement opéré pendant 50 ans affecte non seulement ceux qui ont été dans la gouvernance au PDG, mais bien aussi, pas plus, bien aussi ceux qui n'ont jamais participé à la gouvernance. De sorte que les hommes peuvent passer, autant pour moi, mais les acteurs, les humains reproduisent les mêmes schémas. Les hommes passent, mais les actions demeurent, les attitudes demeurent, les conduites demeurent. Ce que les gens ont fait hier, c'est ce que ceux d'aujourd'hui vont reproduire. Pas par mimétisme, parce que nous avons été tous dans le même espace culturel, le même espace, on va dire, politique. Le même espace politique. Voilà pourquoi vous allez observer la persévérance, la continuité de certaines inconduites du passé, non seulement parce que nous avons encore les acteurs du passé dans le circuit politique, mais nous avons aussi ceux qui ont subi indirectement ce conditionnement qui se traduit par une idée très simple. Une idée très simple. Ils ont mangé, nous aussi on mange.
Voilà sur le plan du langage, des symptômes révélateurs de ce conditionnement qui a été opérant pendant autant d'années. Alors, ça, ce sont des pesanteurs structurels. Parmi les pesanteurs structurels dont j'ai cité les acteurs politiques de l'espace de la gouvernance antérieure, j'ai cité le personnel, pas le personnel, toute la population qui a été, on va dire, indirectement touchée par la manière dont le pouvoir a été géré. Et certains sont résolus à consciemment ou même inconsciemment reproduire les mêmes schémas. Vous avez aussi, parmi les acteurs structurels, les pesanteurs structurels, vous avez aussi les compagnons d'armes du général qui sentent avoir une légitimité pour avoir donné une liberté aux Gabonais qu'ils ne pouvaient pas du tout avoir d'une manière ou d'une autre. Donc, il y en a qui ont ce sentiment de légitimité, qui donne la toute-puissance, qui donne une liberté à entreprendre certaines actions sans pourtant se soucier de ce que cela représente au niveau de l'échelle nationale. Alors, concernant les pesanteurs conjoncturels, les pesanteurs conjoncturels sont un direct déclin des pesanteurs structurels. Pourquoi? Parce qu'ici, on trouve une nouvelle génération d'acteurs politiques qui sont le produit de l'ancien régime et qui ont l'urgence de s'enrichir, qui sont dans l'urgence de s'enrichir, qui ont en quelque sorte envie de démontrer aux autres que vous étiez là avant. Voilà, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Donc, ce schéma-là est inconscient chez une nouvelle génération d'acteurs. Vous avez aussi ceux de la diaspora et certaines personnes qui pensent qu'elles ont souffert depuis un nombre d'années, qu'elles ont connu des sévices, des maltraitances, des souffrances, de sorte qu'aujourd'hui, elles sont en droit, ces personnes-là, de jouir un tout petit peu aussi de la chose de l'État. Donc, c'est un système de justification qui est dans le schéma psychologique, autrement dit dans le raisonnement de ceux qui sont là actuellement. Ça, ce sont des pesanteurs conjoncturels. Vous avez aussi on va dire, une génération qui a besoin d'exister, et passera par ce qu'on appelle le profito-situationnisme, par le kunabénisme, autrement dit, une manière, on va dire, non élaborée, une manière compulsive d'aduler le chef de l'État. Parce que certains pensent que c'est le schéma le plus court pour avoir quelque chose de la part de celui qui est en place. Et voilà les principales pesanteurs qui vont guetter le chef de l'État. Et je crois que le président Bertrand Zibi a évoqué cela, je crois, 1 ou 2 mois après l'arrivée du général Brice Clotaire Oligui Nguema Bua à la tête de l'État. C'est une vidéo qui a été tiktokée et qui passe en ce moment. Donc, moi, je reviens aujourd'hui pour faire le point, parce que j'ai émis une hypothèse il y a de cela quelques mois, et nous sommes en train, tous ensemble, la communauté gabonaise, vérifier si les hypothèses que nous émettons, nous en tant que chercheurs, ces hypothèses-là sont vérifiées sur le terrain. Alors, aujourd'hui, j'allais parler de la Constitution et du texte de Constitution. N'étant pas constitutionnaliste, je vais plutôt dans, on va dire, le bac, parce qu'en informatique, on parle du front et du bac, autrement dit de l'arrière-plan, de ce qui se passe sur le plan totalement mécanique, et non pas dans le circuit informatique, bien informatif. Alors, excusez-moi, ici je reviens sur le texte de Constitution. Il est bien admis à l'échelle universelle qu'aucune constitution ne peut satisfaire 1 million de personnes pour une population d'1 million de personnes. Aucune constitution ne pourra donc jamais satisfaire toute l'étendue de la population d'un pays. Ça n'existe pas. Donc, je suis là
en tant que chercheur pour aussi notifier des espaces utopiques, des approches utopiques et des approches qui n'appartiennent pas à la sphère humaine. Donc, il faut qu'on admette ces évidences. Aucune constitution ne peut être parfaite. Et donc, sur plus de 170 articles de la Constitution, nous devons, dans un premier temps, pour faire un travail d'honnêteté intellectuelle, admettre qu'il y a eu des avancées. Et que les quelques points qui sont querellés, autrement dit, les points qui font polémique, dépendent plutôt pas du texte, mais plutôt de ceux qui sont à la gestion de l'État. Parce que, qu'est-ce que je veux dire? Parce que c'est celui qui est à la tête de l'État, qui a une probité morale, qui est désormais homme d'État et non plus homme du tas. J'ai fait cette conférence tout récemment pour mettre la distinction, autant pour moi, entre l'homme du tas, autrement dit l'homme de sa famille, l'homme de sa corporation, l'homme de sa province, l'homme de sa mère, de son frère, l'homme formé dans la foule et qui a strictement des ambitions grégaires, autrement dit humaines, de l'homme d'État, l'homme qui a le souci de la destinée de sa nation, l'homme qui a le souci de l'application des règles, l'homme qui a le souci l'homme qui veut veiller à ce que on va dire, tous les organes de l'État fonctionnent en synergie, en équilibre, et que le sentiment de toute puissance ne puisse pas l'entraîner dans des errances et des égarements, et parfois des abus. Donc, l'homme du tas qui est passé à l'homme d'État, c'est celui-là qui donne une dimension morale digne et, on va dire, une dimension souveraine au texte. En termes simples, c'est le président de la République, par exemple, qui va dire « Je renonce à instrumentaliser la justice à mon profit. Je renonce, je mets toutes les prédispositions pour que la justice soit libre et autonome. » Et c'est celui-là qui, lorsqu'un coup de fil arrive à son cabinet, parce qu'un de ses frères, une de ses sœurs, un de ses proches a un problème avec la justice, c'est lui-là qui va dire « Je peux te défendre en te donnant le moyen de te défendre, peut-être, mais je n'ai aucune pression à exercer sur le système judiciaire. » Donc, c'est ce niveau de probité qui donne de la dimension au texte. En un mot, ce n'est pas le texte en tant que tel qui pose problème. Le problème vient du fait que, déjà les pesanteurs structurelles, autrement dit, certaines personnes qui ont subi des souffrances, des sévices, ont tendance à s'opposer au régime en raison d'un ensemble de composantes que représente ce régime. Et le nom n'est pas le nom du texte parce que ces mêmes personnes iraient ailleurs, trouveraient des textes constitutionnels qui ont des dispositions discriminatives, sinon discriminatoires. Donc à l'échelle universelle, tous les textes ont des dispositions qui discriminent certaines franges de leur population. Donc aucun texte ne peut faire l'unanimité. À l'échelle universelle, aucun ne le fait. Voilà, donc pour moi, le oui est plutôt la traduction des frustrations de ceux qui n'ont pas, pour l'instant, bénéficié de quelques apports, le résultat de la traduction des traumatismes du passé, le résultat aussi d'une opposition à cette composition hétéroclite qui a l'air de gérer notre État aujourd'hui. Certains ne le comprennent pas. Mais je l'avais dit au départ, que le mot transition dit le passage d'un État à un autre. Et dans ce passage-là, il est tout à fait normal en science qu'il y ait une hétéroclité, qu'il y ait un ensemble d'éléments disparaître qui puissent accompagner la transition
Parce que même sur le plan naturel, on ne passe jamais du jour à la nuit en un clin d'œil. Ça, c'est artificiel. Le fait d'allumer sur un interrupteur, de passer des ténèbres à la lumière, ça, c'est l'artificiel. Mais la nature a fait des choses telles que on passe du jour à la nuit et de la nuit au jour par une pénombre, donc par un temps de transition. Il est donc normal de concevoir qu'il y ait dans l'appareil de l'état actuel un ensemble de personnes qui étaient là dans le passé, qui n'étaient pas toutes ces personnes-là mauvaises, il faut le retenir. Elles n'étaient pas toutes mauvaises. Il y en a qui sont psychologiquement fragiles, qui n'avaient pas la capacité de résister au pouvoir qui était là. Donc, il y en a aussi qui étaient là par incompétence et grâce, on va dire, aux filiations, donc aux nominations par filiation, ne pouvaient pas faire autrement. Parce que de toutes les façons, n'étant pas qualifiés, n'ayant presque pas de compétences, c'était le seul moyen pour elles de parvenir. Ça, humainement, on peut justifier pour quelles raisons certaines personnes ont défendu ou bien n'ont rien dit. Or, qui ne dit mot consent. Donc, que ce soit des personnes qui aient, on va dire, défendu le pouvoir, que ce soit celles qui n'ont rien dit, elles ont toutes, on va dire, participé à la malgouvernance dont on a mis fin, sinon à la malgouvernance à laquelle on a mis fin le 30 août 2023. Alors, donc, nous admettons, moi encore en tant que chercheur, j'émets une hypothèse, que le texte lui-même ne pourra jamais faire l'unanimité. Ça, ce n'est pas possible. Mais que l'homme étant la mesure de toute chose, c'est la personne qui sera aux responsabilités de donner à ce texte-là de la crédibilité, de l'envergure, de la dimension et garantir les libertés individuelles, l'autonomie de la justice, l'indépendance de la justice. Ce sera à elle, cette personne, de renoncer à certaines pratiques que le Gabonais a connues et qui le rendent alerte lorsqu'on voit quelques éléments textuels qui pourraient influencer le contextuel. Donc, en résumé, le président de la République actuelle et ceux qui arrivent vont être confrontés pendant peut-être 2 générations aux arts du passé, sinon aux affres du passé. Parce que ce sont des choses insérées désormais dans les schèmes de comportement, dans la conduite générale de tout Gabonais. De tout Gabonais. Nous tous, à une moindre mesure, avec un certain niveau de résistance. Parce que là aussi, il faut compter avec des hommes, des humains capables d'affronter la masse. Des humains capables, des minorités capables de résister aux tendances de la masse. Ça, il y en a eu. On a compté le cas de Bertrand Zibige que tout le monde connaît. On a beaucoup d'autres cas qui ont su résister aux pratiques et à la gabegie ancienne. Donc, il y a des pesanteurs conjoncturelles, des pesanteurs structurelles, et le texte de loi ne fera jamais l'unanimité. Il n'y aura pas un oui à 100%. Autrement dit, il y aura toujours à redire sur un texte, parce que c'est une œuvre humaine. Mais le oui, pour nous, c'est le premier pas pour dire que nous voulons oser espérer. Peut-être que dans 50 ans, dans 60 ans, la future génération pourra estimer, régler certaines dispositions qui sont contenues dans ce texte-là. Mais pour l'instant, Ovono Ngonga Jocelyn, docteur en psychocriminologie, enseignant-chercheur encore au département de psychologie à l'Université Omar Bongo. C'était sur l'émission À mon humble avis. Nous ne sommes pas experts dans tous les domaines, mais nous avons notre petit avis en tant que Gabonais, en tant que citoyen, en tant que chercheur, sur tout ce qui peut se passer sur l'échelle nationale.
Merci encore. Nous disons tous oui et nous n'avons rien contre ceux qui pourront dire non, parce que nous sommes tous enfants d'une même nation. Excellent vote et à très très bientôt.